Bien, je m'appelle Brieux Ferraud, je suis en charge du développement du groupe SoPress qui édite entre autres le magazine SoFoot. Très heureux d'être là parce qu'on a accompagné l'Institut du Monde Arabe et le choix de faire cette exposition Football et Monde Arabe que je vous invite encore une fois à aller voir tout à l'heure. Vous avez des billets qui sont dans le programme de la présentation des intervenants, donc n'hésitez pas. On est venu ici d'abord pour animer des terrains en bas, puis de participer à l'exposition elle-même. Et puis la dernière fois qu'on est venu, c'était ici pour le match Liverpool-Barcelone. On a organisé une projection ici pour 300 personnes qui étaient des amis de l'exposition, des gens qui venaient découvrir aussi le contenu. Et on avait eu la bonne idée de faire un débat sur Mohamed Salah qui, bien évidemment, nous avait planté le jour J, vu qu'il était forfait le matin. Voilà, donc on avait dû improviser. Toujours est-il que cette salle est dédiée désormais plus au sport et au monde arabe, au football et au monde arabe pour la table ronde qui va arriver maintenant. Et donc je remercie le président Jack Lang pour cette initiative, mesdames et messieurs les ministres, également les ambassadeurs présents dans la salle et vous toutes et tous pour cette deuxième panel. Alors deuxième panel qui va porter sur l'économie du football, sur son expansion, ses nouveaux défis. Un panel qui n'a pas vocation à répondre et à cocher les cases d'une sorte de fiche Wikipédia de l'économie du sport et du football dans le monde arabe, mais plus à recueillir des points de vue, des témoignages, des bonnes pratiques, mauvaises pratiques aussi si certains veulent nous raconter ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Et l'idée qu'on ait un temps également de questions-réponses toutes et tout ensemble afin de pouvoir éclairer un petit peu les uns et les autres sur nos pratiques respectives relatives à ce qui marche face à ces nouveaux défis. Je vais accueillir sur scène en premier lieu M. Aboud Salebeh, qui est le conseiller du président de la Fédération algérienne de football et qui va donc nous rejoindre pour nous parler, raconter l'histoire du foot algérien en comparatif. Bonjour à vous. M. Abdelaziz Talbi, qui est le membre du comité directeur et président de la commission centrale de contrôle de gestion de la Fédération royale marocaine de football. Je précise donc que Fouzi Lekja, le président de la Fédération royale marocaine, a été contraint de rester, donc il s'excuse, et représenté par M. Talbi aujourd'hui. M. Kenny Jean-Marie, directeur de cabinet du président de la Fédération française de football, et par ailleurs directeur des relations institutionnelles et internationales de la FFF. Et enfin, M. Jacques-Emmanuel Saulnier, qui est directeur de la communication du groupe Total, partenaire de la CAF sur plein de compétitions, notamment la Cannes Total 2019, qui va commencer dans quelques jours. Je précise également que je ne me trompe pas, que M. Idriss Akid, président de Football Africa de Lagardère Sport, est également retenu pour la Cannes Total 2019 au Caire, qui va donc polariser beaucoup de talents, d'attention dans les prochains jours. Alors on a parlé tout à l'heure, beaucoup de points ont été évoqués, donc je ferai un peu référence aussi à ce qui a été dit sur la question du marché. On a parlé de 1700 milliards de dollars d'économie du sport, que sur le football on doit être à 400 milliards, donc quasiment un peu moins d'un quart, et que dans le cas du monde arabe aussi c'est un sujet d'intérêt principal. On a fait le tour un peu avec tous les intervenants avant de préparer cette table ronde en ligne, mais table ronde quand même, de la question d'un rapport, on va dire, au monde arabe. Parce que moi, je me posais la question de me dire, mais en quoi le football a comme particularité d'être le même avec les règles en Amérique du Sud, en Asie et dans le monde entier, et en quoi il y aurait une spécificité du football dans le monde arabe. Donc, je vous interroge un peu sur vos sensibilités respectives. Est-ce que pour vous, qu'est-ce qui précise un petit peu les différences majeures que peut avoir le football dans le monde arabe, du football dans un autre monde ou ailleurs? Je commençais par Monsieur Talbi, dites-moi. Bon, peut-être le premier ciment du monde arabe, c'est la langue. Je pense que si nous avons une sensibilité même par rapport à une culture, etc., la langue, c'est le meilleur moyen de fédérer des populations. Et surtout dans le monde d'aujourd'hui, où le football est fortement médiatisé. Deuxième caractéristique, c'est la jeunesse de la population. Je crois que dans tous les pays arabes, probablement, ceux qui ont moins de 15 ans, ça doit représenter au moins le quart de la population. Et ceux qui ont moins de 30 ans, plus de 50%. Et troisième élément, peut-être une caractéristique, c'est un défi à relever en ce qui concerne la place de la femme dans le sport. Il y a un gap et peut-être qu'il faut travailler davantage pour combler ce gap. Alors, le football n'a pas que la particularité de toucher la question de la place de la femme dans le sport, mais plus généralement de tous ceux qui n'aiment pas le football. Parce que quand on n'aime pas le football, c'est très très dur de discuter avec quelqu'un qui aime le football. C'est quand même un sport qui est assez totalitaire dans sa manière d'en discuter de manière passionnée. On en avait parlé effectivement avant avec M. Aboud Salebeh en disant que parfois effectivement le football, pas que dans le monde arabe mais un peu partout, peut conduire au délire des supporters, au délire personnel, aux discussions enflammées dans les cafés ou avec ses amis. Donc voilà, comment vous voyez vous cette spécificité du football dans le monde arabe? Non, mais il fait le défi, mais il fait également la joie. C'est-à-dire, c'est un sport festif. Par exemple, si on prend du football.
le fait que le Maroc soit qualifié à la Coupe du Monde en Russie, ben, tous les Marocains étaient heureux. Tous les foyers, sans exception. Il y a des pays qui le sont moins, s'ils ne sont pas qualifiés. Monsieur, pardon. Merci. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je salue Monsieur le Président de l'Institut du monde arabe, qui est un sportif, champion d'escrime, donc ça nous change un peu du football, et qui met souvent son survêt en fin d'après-midi pour aller entraîner toujours des jeunes escrimeurs. Mais pour revenir un petit peu à votre question sur le football, ça, je ne vais pas faire des définitions ou donner des concepts. Le football, c'est la passion, c'est la ferveur. Vous avez parlé de délire, oui, de temps en temps. Mais je vais rester un peu sur l'actualité algérienne pour dire que aujourd'hui, ce qui se passe au pays, ça a commencé dans des stades de football. Les chants de certains supporters, enfin, certains clubs de supporters, notamment, je citerai le club du LUSMA d'Alger, les chants politiques qui sont repris aujourd'hui par la rue algérienne sont nés dans le football. Pour vous dire que ce n'est pas seulement le théâtre de festivités sportives seulement, mais c'est un peu l'espace d'expression de la société, de la jeunesse, de cette vitalité, de ce dynamisme qui aujourd'hui on le constate, on le salue également. Et donc c'est ça le football. Le football, c'est aussi une profondeur culturelle même. Le football est venu en Algérie, je pense que de même que dans d'autres pays arabes ou autres, par ceux qui sont venus, les étrangers, dans leur cale de bateau, il y avait toujours des ballons. Nos clubs, ils sont pratiquement centenaires. On a des clubs centenaires. Dans 1 ou 2 ans, on fêtera le 100e anniversaire du Mouloud d'Alger, dont je suis le secrétaire général du club sportif amateur. Nous avons des clubs, peut-être qu'en Europe, dans certains pays, on a 3 ou 4 locomotives de clubs populaires. En Algérie, on a une quinzaine de clubs populaires qui drainent des milliers, pour ne pas dire des millions de supporters. C'est un peu ça, un peu la photographie aujourd'hui de ce qu'est le football en Algérie. Et je suppose la même chose au Maroc, avec de grands clubs exactement, en Tunisie, en Égypte. Et c'est un peu ça le côté intéressant, ce potentiel. Parce que j'ai préparé une petite contribution que je mettrai à votre disposition à la fin. Pour résumer un peu le titre, j'ai dit potentiel à valoriser et marché à investir. Parce que c'est de gros marchés à investir, que ce soit par les économies locales des pays, mais aussi par des économies qui viennent d'ailleurs. Voilà. Kenny Jean-Marie, la Fédération française de football, quel regard porte-t-elle sur le football dans le monde arabe? Je pense que ce qui a été dit précédemment est très vrai. Le mot que je retiendrai, c'est le mot de ferveur. Parce que c'est le premier mot qui m'est venu quand vous m'avez parlé de sensibilité vis-à-vis du foot dans ces pays-là. Et c'est quelque chose qu'on partage tous, parce que le football, quelque part, est un sport universel. Mais peut-être que cette ferveur, elle est plus exacerbée dans certains pays que dans d'autres. Et c'est ce qui fait la force du football. On a parlé de ferveur, on a parlé de passion. À partir du moment où on met de la passion dans ce qu'on fait, forcément, ça rejaillit sur le comportement, sur la joie, mais aussi sur la tristesse qu'on peut avoir après une victoire ou après une défaite. Et ça, on l'a en partage, je pense, quelle que soit la fédération membre de la FIFA. Elle est compliquée à transformer, cette ferveur, parce que quand on a vu 2 millions de personnes sur les Champs-Élysées pour la 2e étoile en 2018, on rêverait tous, j'imagine, investisseurs compris, de se dire les gens sont là, ils sont tous disponibles, ils sont sensibles, et la question, il y a forcément un produit football à acheter. Et puis finalement, c'est beaucoup plus volatile que ça, beaucoup plus dur à saisir, parce que ça touche à quelque chose de très très charnel, qui n'est pas du tout lié directement à un acte d'achat, quel qu'il soit. Tout à fait, ça touche à la sensibilité humaine. Et la difficulté, c'est que, quelle que soit la compétition, à la fin, il y a un vainqueur. Ce qui veut dire qu'il y a autant de vaincus que de participants au début de la compétition. Et nous, Fédération française de football, bien que nous ayons cette 2e étoile, nous avons connu des hauts et des bas. Et c'est le lot quotidien de toutes les fédérations sportives, de connaître des hauts et des bas. Toute la difficulté, c'est comment maintenir la ferveur à un niveau suffisant, quels que soient les résultats de l'équipe nationale ou quels que soient les résultats du championnat national. Et ça, c'est le challenge auquel on fait face.
au quotidien. Et c'est un challenge qui doit nous obliger à apprendre de nos erreurs, à magnifier nos victoires. Jacques-Emmanuel Saunier, le Total est partenaire de la CAF depuis 2 ans, 3 ans, je crois. 3 ans, avec le programme notamment Football Together qui, pareil, spécifiquement joue sur cette ferveur et essaye de saisir, d'un point de vue éditorial, d'un point de vue storytelling aussi, une manière de concevoir le football en Afrique et dans le monde arabe. Comment voyez-vous, vous, le football dans le monde arabe spécifiquement ? Alors d'abord, vous me permettrez de saluer l'audience. Bonjour à tous et à toutes. Et merci de cette invitation. De saluer également le président Jacques Lang et ses équipes, avec lesquelles nous sommes heureux d'accompagner la belle exposition Football et Monde Arabe. C'était tout à fait logique et cohérent avec ce sponsoring et ce partenariat que nous avons depuis 3 ans avec la Confédération africaine de football pour aller dans les stades, pour aller assister aux épreuves. Moi, ce qui me marque énormément depuis le début, et je vous parle là vraiment d'expérience, on a employé le mot fête, on a employé le mot ferveur. C'est quelque chose que je savais qu'il y avait cet attachement, mais on vient au stade, on en parlait tout à l'heure avec M. Belti, il y a eu ce très beau châne au Maroc, on vient au stade pour faire la fête finalement. La fête, elle commence avant, les supporters viennent bien avant le début de l'épreuve pour faire la fête, pour chanter, pour danser. Naturellement, c'est l'exaltation pendant le match. Et puis, quel qu'ait été le vainqueur finalement, une grande partie de celles et ceux qui sont dans le stade restent après le coup de sifflet pour continuer à chanter, à danser. Et je me suis même rendu compte, sans que ce soit très précis en termes de statistiques, mais on en plaisantait tout à l'heure, je pense qu'une partie des gens qui sont dans les stades ne regardent même pas le match. En tout cas, lorsque j'ai assisté au match d'ouverture ou au final, c'est généralement celle auquel je vais, des différentes compétitions dont nous sommes partenaires, il y en a 10, dont le football féminin, une grande partie ne regarde pas, mais fait la fête, va de morceaux de tribune en tribune pour partager sa joie d'être là, d'être ensemble. Et pour moi, c'est ce qui fait la grande caractéristique du football, notamment dans le monde arabe. Cette culture foot qui est devenue maintenant un fait social total, comme disait le sociologue Norbert Elias, vous l'avez transformé, c'est ce qu'on va voir au mois de juin avec cette proposition, c'est inattendu, d'un hymne officiel du football africain ou de la compétition Cannes Total 2019. La musique pouvant effectivement transpercer des portes que les mots n'arrivent pas à faire. Comment vous y êtes pris et quel est ce choix d'avoir choisi une sorte d'hymne Bon, c'est un cheminement. Si nous sommes le partenaire de la Confédération africaine de football et si nous nous impliquons dans les différentes compétitions qui portent notre nom, donc c'est très engageant, c'est d'abord parce que le groupe Total a une relation historique avec le monde arabe notamment. C'est d'ailleurs là que sont les racines du groupe. Après ce traité de Locarno, en 1924, Total fêtera ses 100 ans très, très prochainement. Et c'est là que tout a commencé pour nous. Et puis l'histoire s'est développée. Une très grande présence depuis au Moyen-Orient, sur le continent africain. Et donc, il a semblé logique, lorsque nous en avons eu l'opportunité, que nous puissions nouer ce partenariat. Parce que Total se veut un acteur de proximité dans les territoires dans lesquels il est implanté. Et que le football nous est paru être un bon vecteur pour renforcer cette proximité avec l'ensemble de nos parties prenantes, celles et ceux qui viennent dans nos stations-service, dans les différents pays, qui sont des véritables lieux de vie. En Afrique et au Moyen-Orient, ces stations-service, on en parlait également tout à l'heure avec M. Belti, ce sont des véritables lieux de vie dans les communautés dans lesquelles elles sont implantées. Pardon. Et puis au-delà de ça, pouvoir nourrir cette dynamique, notamment en faveur de la jeunesse. Une grosse activation sur les réseaux sociaux. On a vraiment des centaines de milliers de gens qui suivent notre page Facebook, des comptes Twitter bien évidemment. On organise des événements qui permettent à des jeunes de participer aux différentes compétitions par le biais de concours. On utilise également la collaboration d'influenceurs. Je pense notamment à, par exemple, lors de la dernière Supercoupe à Doha, Hicham Mazrar, l'animateur bien connu au Maroc, qui est venu animer notre social room pour faire vivre au plus près des communautés et des jeunes qui sont naturellement branchés sur le digital pour faire vivre l'événement d'une manière différente et privilégiée. Le football, tant qu'il n'est pas dans une ligue fermée, et ça c'est plus un débat européen aujourd'hui, débouche sur quelque chose de non délocalisable. Parce qu'en fait, quand vous avez votre club, votre stade et votre communauté, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui peut s'étendre, mais qui a vocation à avoir un barycentre en général, qui est le stade. Comment vous travaillez tous votre dimension locale? Je pense notamment à la Fédération française aussi, dans la coopération avec des pays tiers. Comment se passe cette préservation
si ce n'est une équité, du moins un travail sur le local et les spécificités culturelles, sociales, qui sont des vrais défis derrière économiques, mais d'abord de contact et d'échange? C'est la partie la plus difficile de notre travail, parce que c'est le cas dans le secteur du foot, mais c'est le cas dans tous les secteurs d'activité. Et si je reprends l'exemple de Total, si ça fait presque 100 ans que Total est implanté dans ces zones, c'est que Total a su construire et bâtir une relation fiable, basée sur de la confiance, basée sur la constance. Et donc, dans le cadre de la stratégie relations internationales de la Fédération française de football, nous devons avoir ce prisme-là quand nous voulons travailler avec ce type de fédération, avec ce type de pays. C'est-à-dire penser constance, penser relation dans la durée. Peut-être plus encore que dans la relation avec d'autres pays, pour lesquels la relation peut être beaucoup plus commerciale, beaucoup plus sportive pure. Avec l'Algérie, avec le Maroc, nous avons, par exemple, une relation qui remonte dans le temps, qui n'est pas médiatisée, que nous ne médiatisons pas nécessairement au quotidien, mais qui pour autant est faite aussi de fidélité. Et je vais prendre un exemple. Quand l'année dernière, à contre-courant d'un bon nombre de pays, nous avons appelé à voter pour la candidature marocaine à l'organisation de la Coupe du Monde 2026, pour mon président, c'était quelque chose de naturel, de normal, voire même une obligation morale. Et c'est ce qu'il a dit à ses confrères européens, c'est-à-dire que nous devons tant à l'Afrique, nous avons de tels liens avec l'Afrique et singulièrement avec l'Afrique du Nord que nous ne pouvions pas soutenir une autre candidature que la candidature marocaine. Et je fais partie de ceux qui considèrent qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et dans notre relation avec ces pays, nous devons des preuves d'amour. Et c'est sur cette base-là de relation qu'après on peut travailler en local. Parce que s'il y a cette constance, s'il y a cette durabilité de la relation, derrière il y a de la compréhension des cultures mutuelles, il y a la compréhension des freins qui peuvent exister dans certains pays et pas chez nous en France. Et donc, qui dit compréhension, dit adaptabilité, dit relation dans la durée. J'insiste sur la culture foot parce que c'est pour moi un point d'entrée en fait, majeur dans les pays pour essayer de bien comprendre la spécificité familiale ou non. On dit souvent qu'en France, ce n'est pas un pays de football parce que toutes les grands-mères n'ont pas un club préféré, alors qu'en Argentine, au Brésil, en Italie, en Angleterre, c'est le cas. Et donc, il y a toujours cette résistance de la moitié d'un pays qui l'accepte et de l'autre qui, pour le coup, plus ça va, moins envie d'entendre parler de football. Et donc, il faut trouver cette délicatesse-là pour essayer d'en parler d'un point de vue social ou d'un point de vue lien vers l'autre quand celui-ci ne l'aime pas. Aboud Salabeh, vous avez travaillé beaucoup à la diffusion de cette culture foot en Algérie, par des centres de documentation, par un nombre important d'actions à destination, de sensibilisation à destination des publics, mais également de travail d'histoire, comme c'est le cas ici à l'Institut Monde Arabe dans le cadre de l'exposition. C'est important pour vous, cette porte d'entrée intergénérationnelle, qui plus est avec une génération qui arrive et qui voit beaucoup plus les buts de Cristiano Ronaldo sur YouTube que l'histoire des dernières décennies du football algérien? Effectivement, parce que si on ne connaît pas d'où on vient, on ne peut pas faire le chemin en avant. Donc c'est pour cela que vous avez cité ce projet, entre autres, qui est naissant, qui est le projet de création d'un centre de documentation et de développement numérique, parce qu'il faut être aussi dans l'air du temps. Aujourd'hui, les jeunes, le monde entier se développe grâce au digital, au numérique. Et donc on a cette ambition de justement créer cet espace de mémoire, d'abord écrire la mémoire, de rassembler toute l'histoire du football algérien à travers des documents, tout support confondu, que ce soit localement, mais aussi avec d'autres institutions, entre autres la Fédération française de football, puisqu'il y a des liens historiques, avec la Fédération internationale de football également, la FIFA. D'ailleurs, on est en étroite collaboration pour récupérer les actes de naissance de la Fédération algérienne de football en 1962. Il y a également un travail d'historien à faire. Et là, nous avons engagé une équipe de recherche de l'Université d'Alger sur le travail sur une espèce de scénographie de l'évolution du football algérien. Et puis avec une arrière-pensée d'avoir un musée, pourquoi pas, dans les prochaines années, où nous aurons toute l'histoire du football algérien et donner, que ce soit aux jeunes d'aujourd'hui, cette profondeur, cette dimension.
vous avez parlé de la France, et la France est un pays de football. Si je prends le nombre de licenciés, vous avez plus de 2 millions, 165 000 licenciés. Nous sommes, je parle des pays maghrébins, je parle de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie que je connais assez bien, on est un peu loin. C'est vrai qu'on est des pays de football sur le plan passionnel, mais sur le plan de la massification, on est encore loin. Est-ce qu'il y a besoin d'être licencié pour apprécier les archives ou l'histoire du football algérien? Parce que la licence, c'est le seul indicateur d'une passion. C'est important. Plus vous élargissez le nombre de pratiquants, plus vous avez la possibilité d'avoir des talents à former, à promouvoir, à exporter. Aujourd'hui, vous êtes deuxième exportateur de footballeurs au monde, après le Brésil, qui est à 1200 footballeurs. Vous êtes à 800, vous devancez l'Argentine et d'autres pays. Si je prends le nombre de licenciés et le rapporter à la population, vous êtes à plus de 3% de rapport. Alors qu'on est au Maghreb, on est un peu loin. En Algérie, on est à 0,48. Au Maroc, on est un peu moins, à 0,25. Et en Tunisie, à 0,24. Pour vous dire qu'il y a un potentiel immense à travailler. Et c'est ce qu'a fait la Fédération algérienne de football, du moins ces 2 dernières années, c'est de revenir à la base, au travail. C'est vrai qu'on a bénéficié de l'apport de la formation française à travers la loi des Bahamas de 2009. Ça a permis à l'image et au football algérien de se qualifier à la Coupe du Monde de 2010-2014, de renflouer ses caisses. Mais ça ne suffit plus. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un potentiel, un réservoir interne. Et puis, on le voit à travers des exemples de petits clubs. Je citerai le Paradou qui, en 2007, a passé un contrat avec Jean-Marc Guillou pour créer une académie, GMG, Rankawi. Rankawi, c'est en référence à un grand artiste et musicien chabi algérien, et qui aujourd'hui est en train de devenir un véritable exemple vivant. Rien que pour donner un chiffre, le transfert de Ben Sebaini, qui est passé à Rennes pour 2 millions d'euros, et qui a gagné la Coupe de France récemment face au PSG, eh ben, il a amorti tout l'investissement qui a été fait sur 10 ans, avec une moyenne de budget de 130 000 euros. Pour vous dire qu'au-delà des aspects historiques, culturels, etc., il y a aussi l'économie, et l'Algérie veut se projeter justement dans cette perspective de devenir un pays formateur et exportateur, comme l'a fait la France. Parce que si on refait un peu l'histoire, en France, les choses ont commencé dans les années 70. Aujourd'hui, la France est championne du monde en l'espace de 20 ans, 2 fois. Et c'est le premier exportateur de football dans les 5 premiers championnats majeurs d'Europe. Si je me trompe, Kenny, vous me corrigez. Donc c'est un peu ça qui peut demain donner une dimension non seulement sportive, mais aussi économique, avec toutes les retombées, que ce soit pour les clubs. Ça a été dit tout à l'heure par rapport aux difficultés financières quand les clubs activés à se financer. Donc les retombées de la formation et de l'exportation, ce n'est pas anodin. À la formation, ce qui est difficile d'un point de vue défi, si on revient sur le thème de la table ronde, c'est qu'il est compliqué de savoir jusqu'où aller, sachant que la réalité de... Alors si on le met d'un point de vue actif économique, mais plus généralement de talents et de gens qui peuvent émerger dans leur quartier auprès des proches, d'avoir un centre de formation pas très loin de chez eux, c'est beaucoup lié à l'aléa de terrain de la rue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fédérations qui n'arrivent pas à briller au niveau international pour la simple et bonne raison qu'ils sont équipés beaucoup trop tôt, beaucoup trop fort. Les États-Unis, tant qu'ils n'auront pas effectivement un joueur américain qui sortira du lot au niveau mondial et qu'ils ont joué sur des turfs et sur des pelouses synthétiques pendant des années, il y a du mal à se dire que le football de la rue argentin produit le même genre de joueurs. Comment une fédération aujourd'hui envisage ça, de se dire jusqu'à quel point je peux aller, c'est le cas du five, du street ou même de la rue. Est-ce qu'on joue encore au football dans les rues en France? J'en sais rien. On joue dans les clubs, on joue sur les streets, sur des structures déjà aménagées, et c'est tout la difficulté de savoir laisser faire, on va dire, le chaos du quotidien et l'aléa pour ensuite derrière faire des footballeurs qui ont un rapport à l'adversité différent. On partait de Mohamed Salah qui faisait 2h30 aller, 2h30 retour pour aller dans son club au Caire. Est-ce que c'est ça qui lui a donné une volonté aussi de pouvoir aller plus loin? C'est une des composantes du jeune footballeur. Si vous permettez, je continue sur la même lancée. Effectivement, le football de rue existe toujours. Peut-être pas comme avant, parce qu'il y a quand même une urbanisation assez forte, surtout dans les grandes villes.
mais ça se remplace par ce qu'on appelle des terrains de proximité. Donc les pouvoirs publics ont beaucoup investi dans ça. La Fédération algérienne de football a mené depuis l'année dernière un recensement sur les écoles de football, parce qu'il y a des écoles de football qui naissent un peu partout, pour un peu les fédérer, pour harmoniser un peu le cursus de formation. Donc on a recensé près de 24 000 jeunes joueurs, hein, très jeunes. Et cet été, il y aura un festival, le premier, qui sera organisé par la Fédération algérienne de football, pour voir un petit peu la crème de tout ça. Et en parallèle, la Fédération a déjà entamé sa propre politique de prospection, puisqu'il y a déjà un travail de prospection qui a été mené, le premier. Donc il y a une trentaine de jeunes joueurs qui vont entamer cette formation dans le cadre de centres qui ont été mis par le ministère de la Jeunesse et des Sports, dans un cadre conventionnel, en attendant que la Fédération ait ces 4 centres de formation qui sont implantés un peu à l'est, à l'ouest, au centre et au sud, et qui vont justement faire ce travail que les clubs n'ont pas encore fait et qui ont pris conscience, heureusement, finalement, puisque déjà 3 ou 4 d'entre eux ont déjà donné le coup de pioche pour leur centre de regroupement et de formation. Donc il y a une espèce de prise de conscience pour justement aller sur les bases, sur le développement, et c'est ça le plus important. Pour clore ce défi de la formation, Kenny Jean-Marie, sur ces axes de coopération, sur quoi la Fédération insiste-t-elle plus particulièrement? Au-delà de dire que la France est un pays de formation avec 14 000 clubs, une densité territoriale très dense, ça ne s'inocule pas dans les pays, donc il faut bien trouver d'autres pistes. Comment travaillez-vous? Alors, effectivement, essentiellement dans le travail de valorisation de notre savoir-faire, nous insistons sur le travail de formation et d'encadrement des cadres. Mais je voulais rebondir sur ce que mon collègue disait à l'instant. S'il n'y a pas de joueur à la base, il ne peut pas y avoir du haut niveau à la fin. Et donc, effectivement, aujourd'hui, la Fédération française de football représente près de 2,2 millions de licenciés. C'est essentiel, parce que c'est de cette base qu'on produit un Kylian Mbappé. Et plus la base est large, plus on peut espérer détecter les meilleurs talents. Et même nous, FFF, aujourd'hui, même si nous arrivons quasiment à saturation des taux d'occupation des terrains, nous devons faire face à des défis et des enjeux comme l'intégration de pratiques dites diversifiées, de pratiques de loisirs, de pratiques nouvelles du type Foot 5, parce que nous représentons tout le football et pas simplement le football à 11. Et ces nouvelles pratiques permettent de voir émerger de nouveaux talents, des talents que nous intégrons maintenant dans nos équipes de futsal, par exemple, puisque le futsal est le dernier maillon d'une longue chaîne de pratiques du football. Et si nous passons à côté de ces pratiques qui sont aujourd'hui à l'extérieur de la sphère fédérale, nous passons à côté du football de demain. Donc, pour nous, FFF, qui sommes arrivés à une asymptote en termes de volume de licenciés et de participants, malgré tout, nous avons cet enjeu devant nous. Alors, pour un pays qui a un taux de participation qui est bien moindre, le premier enjeu, c'est effectivement d'augmenter la participation, et pas simplement pour augmenter le volume de licenciés pour se faire plaisir, mais aussi et principalement parce que si le joueur n'est pas identifié très tôt dans les bases de données de la fédération ne peut pas bénéficier de tous les mécanismes de solidarité qui s'enclenchent dès lors qu'il y a un transfert international, par exemple. Et ce que mon collègue évoquait sur le bénéfice d'un transfert d'un joueur à Rennes par rapport à son club initial en Algérie, c'est très vrai. Et ces mécanismes de solidarité existent dans le football, mais pour les activer, il faut qu'à la base, il faut que le gamin qui commence à jouer à 7, 8, 9, 10, 11 ans, il faut qu'il ait été enregistré dans un club. Et donc, ça fait partie des choses que nous essayons d'amener quand nous développons des coopérations avec nos fédérations sœurs. Ça fait même partie des premiers prérequis, c'est-à-dire disposer d'une base de données. Sachant que la FIFA fournit aux fédérations membres qui le souhaitent cet outil à travers FIFA Connect qui permet d'enregistrer ces joueurs. Parce qu'on aura beau former des cadres, on aura beau former des formateurs, si derrière il n'y a pas des clubs structurés, si derrière il n'y a pas un enregistrement de tous les joueurs, quelque part l'évolution du niveau de la fédération va stagner.
Est-ce que Total, qui est donc sur le local et sur les jeunes, regarde d'un œil différent un peu la formation dans les pays, discute avec la CAF de ces questions qui sont toujours des questions sensibles, de recrutement, d'à quel moment un jeune ou un gamin peut rentrer dans un écosystème de professionnalisation du football? Quel regard vous avez sur ce point? Alors, on le met en pratique au niveau de chacun des pays qui sont concernés. Donc, nous allons encourager les filiales de Total à se mettre en relation avec les fédérations des différents pays. Et je sais que, notamment, il y a de très beaux projets qui se font, qui d'ailleurs, pour être honnête, avaient commencé avant le partenariat global de Total avec la Confédération africaine de football. Mais, par exemple, notre filiale sud-africaine construit de très nombreux projets d'animation avec les jeunes des quartiers dans lesquels nous sommes implantés, principalement autour des réseaux de stations-service, parce qu'une fois encore, ce sont des lieux de vie, ce sont des lieux de rassemblement, dans lesquels on va pour bien plus de choses que pour aller chercher de l'essence pour son moyen de transport. Et c'est à partir de là, sur le terrain, avec les animateurs locaux, avec les responsables de communauté, que s'organisent autour du football des événements et des moments de rassemblement. Notre logique est vraiment d'abord de ne pas tout impulser depuis Paris, quand bien même nous avons fixé un cadre global, mais ensuite de laisser à chacun, dans les pays, le soin de créer une dynamique avec leurs parties prenantes, là encore dans une logique de proximité et de durabilité. Ce qu'a dit M. Jean-Marie tout à l'heure, je le remercie, mais est effectivement très important. Il n'y a que des preuves d'amour. Et c'est sur la durée que les choses se bâtissent. Nous sommes effectivement présents dans beaucoup de ces pays depuis plus de 90 ans. Nous avons choisi volontairement avec la Confédération africaine de football un partenariat sur la durée, puisque nous avons actuellement un contrat de 8 ans avec 4 années optionnelles supplémentaires. C'est dans une logique de durabilité et de stabilité. Il était important qu'avec notre partenaire CAF et naturellement avec les pays qui, eux, vont organiser les différentes compétitions dont nous sommes partenaires et qui portent notre nom, chacun sache bien que nous étions là, comme toujours, sur la durée, en confiance pour bâtir des partenariats gagnant-gagnant dans l'intérêt du football africain et des pays du monde arabe. Mohamed El Moro, tout à l'heure, parlait quasiment de l'épistémologie de la professionnalisation, en essayant de poser de quel endroit il faut poser la question de la professionnalisation des fédérations, des clubs. Monsieur Talbi, c'est un sujet qui vous touche particulièrement en tant que président de la commission du contrôle de gestion. Vous me disiez en préparant la chose qu'on touchait à des sujets de management depuis quelques années, qui avaient des conséquences quasi immédiates sur la manière dont les clubs devaient ou non se professionnaliser. Le rapport à ce terme un peu maintenant générique et valise du fair play financier, avec des définitions plus ou moins latentes en fonction des fédérations et des unions de fédérations. Racontez-nous un peu effectivement comment vous, la mise en place de pratiques de contrôle de gestion de manière un peu austère comme sujet, a comme conséquence de changer un peu radicalement la manière dont les clubs évoluent et se structurent. Parce que, disons, le paradoxe, c'est qu'on parle de sport professionnel, de sportifs professionnels. Mais les structures juridiques qui portent ce profil ne sont pas professionnelles. C'est-à-dire, si je prends le cas du Maroc, tous les clubs sont organisés en association. Et comme vous le savez, l'association, c'est essentiellement le bénévolat. Donc, c'est l'implication personnelle, etc. Alors, c'est à l'opposé du professionnel. Donc, en fin de compte, dans une association, l'expression que j'utilise, on fait ce qu'on peut. Alors que quand nous sommes dans une structure commerciale, comme une société, là, on a des obligations. On fait ce qu'on doit faire. Donc, il y a des obligations, des résultats. Donc, le vecteur porteur, je dirais, de la transformation, de l'essor du sport, du football, c'est de professionnaliser les structures. Et tout le paquet, toute la stratégie de la fédération, de dire c'est le club qui va faire la rupture. C'est-à-dire passer à un autre palier, à un autre niveau, il faut travailler le club. Au niveau de sa gouvernance, au niveau de son management, au niveau de sa transparence, de la reddition de ses comptes. C'est ça qui va faire qu'on va passer à un autre niveau. Donc, c'est comme dans une économie, ceux qui créent les richesses sont les entreprises. Dans le football, c'est-à-dire l'entité qui va créer les richesses, c'est le club. C'est parce que c'est le club qui forme, c'est l'école, tout le monde apprend au niveau du club.
depuis, comme ça a été dit, depuis l'âge de 9 ans, etc. Donc si ce club n'est pas gouverné au meilleur standard, il ne va pas aller très loin. Il va pas aller très loin. C'est-à-dire que nous sommes dans la précarité permanente. Et c'est pour ça que le chantier que nous menons aujourd'hui, d'abord, on dit, pour avoir la performance, il faut d'abord la transparence. Et la transparence, d'abord, elle est financière. Un club qui n'est pas transparent financièrement, qui n'a pas des comptes aux normes internationales, dont les comptes ne sont pas fiables, ne peut pas avoir des ressources financières conséquentes. Donc, donc nous avons engagé ce chantier, et c'est la loi qui le prévoit, c'est la loi qui encadre le sport en Maroc, qui n'est pas spécifique au football, mais le football est précurseur, c'est de passer, pour le sport professionnel, je parle, première et deuxième division, de l'association vers la société anonyme, avec, il y a toujours le contrôle de la société anonyme par l'association, parce qu'elle doit tenir au moins le tiers du capital social, mais ça permet d'avoir des dirigeants, et également de mobiliser, de drainer des ressources supplémentaires qui vont... Et c'est le passage obligé. Nous ne voyons pas d'autre alternative que cela. À côté de ça, il y a tout l'effort de l'investissement public, qui doit être important. D'ailleurs, dans la revue de Business France, on dit le Maroc est le premier investisseur africain au niveau du sport. Comme on dit, l'investissement d'aujourd'hui, c'est les richesses de demain. Donc investissement public sur la durée, parce qu'aujourd'hui, nous avons un programme d'investissement de 400 millions d'euros, à peu près sur 8 ans, notamment pour avoir les stades gazonnés de proximité, et parallèlement, travailler le club. C'est le club qui est la cellule de base de développement du sport. Deux points. Sur la question de la privatisation obligée, je laisserai peut-être des témoignages. Monsieur Boukil parlait tout à l'heure des socios, c'est des tentatives de socios dans le club ou de réussite d'ailleurs dans le club lui-même. Également, je crois que le directeur Afrique de la NBA est là et que la NBA pendant 60 ans était une non-profit organisation, c'est-à-dire qu'en gros, elle avait, comme la NFL, aucune obligation de rémunération de bénéfices. Je suis même pas sûr que ça n'ait pas changé encore dernièrement. Donc c'était pas nécessairement une... Ça peut être une piste, en l'occurrence, de passage à la société anonyme, mais il y a plusieurs chemins possibles pour arriver à donner confiance aux investisseurs sur la manière de gérer le club. Oui. Oui. Maintenant, il y a des actions qui ont été faites. Aujourd'hui, on peut dire qu'au Maroc, nous avons gagné le pari de la transparence. Aujourd'hui, tous les clubs de première et de deuxième division, qui sont en nombre de 32, 16 plus 16, ils ont des comptes avec des normes, une comptabilité patrimoniale, une comptabilité, ce qu'on appelle le droit constaté. Ce n'est pas uniquement une comptabilité de caisse. Et les comptes sont certifiés par des cabinets indépendants. Et vous me disiez que ça a eu comme incidence de faire baisser les rémunérations marginales des oui, clubs. Parce que là aussi, le fait, dans la commission que je préside, le fait que le recrutement soit autorisé sur la base de la situation financière du club, ça a freiné cette course folle à la surrémunération des joueurs. Et on a constaté, depuis qu'on a instauré ce système, une baisse du niveau de rémunération, aussi bien des joueurs que des entraîneurs. Parce qu'en fin de compte, il y avait une sorte de concurrence déloyale. Des fois, c'est les clubs qui sont les plus endettés qui vont recruter les joueurs les plus onéreux. Donc on a inversé le système. Et aujourd'hui, un club ne peut, parce que comme vous le savez, la masse salariale, les charges de personnel représentent 70 à 80% du budget d'un club. Et le fait de contrôler les rémunérations, tout se fait au niveau de la rémunération des joueurs. Une fois que vous contrôlez, vous arrivez à instaurer même, je dirais, une compétition loyale. Parce qu'il n'y a pas que le résultat sportif qui compte. Le résultat sportif n'a de sens que s'il y a une égalité de traitement au niveau financier. Au niveau Alors, bien sûr, il y a des disparités. Juste pour vous donner un exemple. Moi, c'est les clubs que j'appelle, même en première division, les clubs que j'appelle low cost. Il y a des clubs qui tournent avec un budget annuel de l'équivalent de 2 millions d'euros. Et le maximum, c'est 5 fois plus, 10 millions d'euros. Donc, vous avez un éventail très, très large en Europe. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, qu'il y ait une corrélation bien sûr directe entre les ressources financières et la performance sportive. Il y a une relation, mais il
Ce n'est pas corrélé directement. Et on voit que les clubs qui ont du souffle, notamment qui ne tombent pas en deuxième division, qui ne sont pas relégués, eh ben c'est ceux qui ont la gouvernance la meilleure et les instruments de gestion et qui ont surtout la stabilité du staff administratif, et qui ne sont pas dans le, je dirais, gérer le renouvellement de l'équipe dirigeante, etc., en permanence. Et nous pensons que ce passage vers la société anonyme, c'est le meilleur garant de passer vraiment à un niveau professionnel entier. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de sport professionnel, on parle des joueurs professionnels. Mais on néglige la partie institutionnelle du professionnalisme, qui est la structure de base, et le club, qui est, je dirais, le fer de lance de cette transformation. Ce qui incarne ces changements de structure et de pratique, c'est aussi le stade, on en a parlé. On a parlé avec ASO et Yann Lemoneur du hors-stade, qui est aussi une activité, et on a parlé avec le centre de formation, les petits terrains, le festival, l'idée d'aller chercher comme ça et des têtes chercheuses pour trouver des talents un peu partout dans le pays. En préparant cet échange, à Bout de Salabé, on a parlé du nombre de stades construits. Vous disiez qu'il y avait une dizaine de projets de stades en construction, dont 5 à plus de 40 000 places, qui sont quand même des investissements importants. Public principalement, j'imagine, en espérant attirer aussi, j'imagine, des investisseurs privés. Comment se passe cette dynamique d'investissement assez lourd dans des murs, dans des pierres, qui ont vocation à s'intégrer dans un territoire qui, lui, vit au rythme du foot? Ben oui, c'est ce qu'on avait discuté tout à l'heure dans les coulisses, c'est que l'Algérie aujourd'hui elle possède au moins un peu plus d'une soixantaine de stades qui ont entre 5 000 et 80 000 places, dont la moitié ont de plus de 20 000 places. Donc vous voyez un petit peu le potentiel. En plus d'une dizaine de stades qui sont en projet, et dont 5 sont en construction, certains sont en finalisation. D'ailleurs, il y a le stade d'Oran qui va abriter les Jeux méditerranéens. Il y a le stade de Tizi Ouzou qui est bien avancé, celui de Baraki sur Alger. Il y a 2 sur Alger. Donc, par contre, il y a un gros rattrapage à faire par rapport à la mise à niveau. Ce sont pour la plupart d'anciens stades. Une partie date même de l'époque coloniale, qui ne répondent plus aux normes standards d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit en Europe des matchs de Ligue des Champions qui se jouent dans des petits stades, mais ça n'empêche pas qu'il y ait les standards et les normes nécessaires. Donc là, sur le plan économique, donc il y a du boulot à faire. Donc l'Algérie doit rattraper ce retard-là, donc mettre aux normes les stades, ce qui va améliorer les capacités d'accueil et le confort, et même la qualité de ceux qui viendront au stade. Donc ça va se répercuter forcément sur la billetterie, parce qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas les commodités, vous ne pouvez pas exiger un modèle économique par rapport au stade. Il faut également, et là ça m'a intéressé, l'intervention de M. Talbi de la Fédération royale marocaine sur un peu la professionnalisation. Et c'est vrai, il a raison, ça démarre des clubs. Aujourd'hui, les clubs, chez nous, n'ont pas la propriété des stades parce qu'ils appartiennent toujours aux collectivités locales. Donc là également, il faut trouver des solutions. Récemment, M. le ministre a déjà engagé une convention entre le grand stade d'Alger, le stade du 5 juillet, ce qu'on appelle le temple olympique, et le doyen du club algérien, le Mouloudia d'Alger, pour une convention de 10 ans qui va permettre, comme le club il est sponsorisé par une grande entreprise pétrolière, donc il a les moyens justement d'aider l'infrastructure à se moderniser, à passer un gap également. Et donc déjà ça c'est disons un préambule pour passer à une autre étape de la professionnalisation du football, parce que même les télés, aujourd'hui tout le monde sait que les droits télé ça fait comme un gros pourcentage en matière de ressources financières du football en général et des clubs. Si vous n'avez pas des stades aux normes pour transmettre un match, d'ailleurs on a eu un épisode avec Canal+ Horizon à l'époque, qui sont venus pour justement prendre un peu le football, le championnat algérien. Mais au bout de 3-4 journées,
ils ont dû déchanter parce qu'il n'y avait pas les conditions nécessaires. Donc, une fois qu'on remette les stades aux normes, ça a été fait en Angleterre, par exemple, après les cas de hooliganisme et d'incendie. Donc, ils ont complètement changé de politique. Certains ont même détruit des stades mythiques comme Wembley pour en construire d'autres. Bon, on ne va pas être prétentieux à ce niveau-là, mais du moins le parc existant, il mérite d'être remis à neuf, remis aux normes. Et ça donnera, je pense, un nouveau souffle au football et au club. Juste un exemple, il y a 2 ans, on a eu un club amateur qui évoluait dans le championnat amateur, ouais. L'USM Annaba, qui est une grande ville de l'Est algérien, un port industriel important. Dans un match de championnat, il y a eu 80 000 supporters. C'était véhiculé sur les réseaux, etc. Pour vous dire un peu l'engouement et les possibilités que possède le football algérien, sans parler des autres activités liées à l'infrastructure. Là, j'ai intercepté mon ami Farid Boussad, qui est dans le gazon. Il est spécialisé dans tout ce qui est revêtement. Le premier revêtement en air fibre en Algérie, il a été fait sur le stade du 5 juillet. Et la société, à l'origine, c'est une société française, Natural Grass, qui a créé une société de droit algérien, Végétal Design, qui a créé également une société, même à l'échelle africaine, qui commence à se développer avec toute la demande en infrastructure qui existe. Je pense qu'il y a du potentiel à investir. Est-ce qu'il y a une spécificité du monde arabe de vivre le stade en dehors des heures de match? Parce qu'il n'y a quand même que 5 heures de match tous les 15 jours dans le stade en question, un stade à domicile. On en fait quoi? On en fait des centres commerciaux, on en fait des lieux d'accueil des étudiants comme Boca Junior avec la Bombonera, où chaque jour les écoliers peuvent aller faire leurs études dans le stade. On en fait les antennes médicales, on en fait quoi? Quel type de réflexion il y a en ce moment sur la manière de faire vivre culturellement aussi un stade dans un quartier en dehors des heures de match? D'abord, il y a des spécificités. Par exemple, en Algérie, on ne vient pas au stade un quart d'heure ou une demi-heure ou 1 heure avant. On vient suffisamment. 5 heures, alors, quand c'est une finale de Coupe d'Algérie, les supporters ils viennent à 6 heures du matin, ils rentrent peut-être à 8 heures ou à 10 heures, ils font la fête jusqu'à l'heure du match. Et souvent, pas plus loin qu'il y a 4-5 jours, il y a eu la finale de la Coupe d'Algérie. Bon, ça m'a un peu touché de voir des supporters sous le soleil. J'espère qu'on aura des stades aux normes et couverts, mais l'engouement, il est là, la ferveur, elle est là. Et ça, c'est un peu l'âme du football. Ce que vous dites est important, et on a sur Baraki, sur Oran, pas que le stade. Donc il va y avoir des activités commerciales, des magasins, des salles de cinéma, d'autres activités sportives, des piscines, des salles de sport, pour les femmes également. Et donc, ça c'est ce qui va, je pense, donner un peu plus de rentabilité, sans compter également l'organisation d'événements autres, hein, des festivals, de la musique, d'autres événements, parce qu'il y a quand même de l'activité autre que le sport qu'on peut organiser sur ce type d'infrastructure. Donc, je pense que les projets tels qu'ils ont été réfléchis, ils ont été réfléchis justement dans ce sens-là. Quelles pratiques, Jacques-Emmanuel, vous avez trouvé dans les pratiques de différents pays du rapport au stade sur la manière dont Total, en sponsor, peut apparaître, peut créer, peut faire des activations un peu différentes? J'imagine qu'au fur et à mesure des discussions avec chaque fédération, chaque stade et chaque acteur du monde du foot, vous découvrez des nouvelles pistes et des nouveaux défis qui se révèlent jour après jour. Alors, il y a ce qui relève du contrat. Donc, au titre du contrat que nous avons avec la Confédération africaine de football, dans chacune des compétitions qui sont organisées, nous avons droit à certains espaces que nous partageons naturellement avec les autres sponsors, autour des stades, à l'extérieur des stades. Bon. Et puis, il y a ce que nous proposons nous-mêmes en fonction des différentes configurations. Là aussi, généralement, pendant la compétition, dans les réseaux de stations-service, là où nous pouvons le faire, et puis autour des stades. Alors, j'ai parlé du digital tout à l'heure, mais nous organisons aussi des fan zones, nous organisons tout un tas d'événements qui fait que la fête, effectivement, doit se passer à l'intérieur, mais à l'extérieur du stade, et nous le faisons toujours avec les partenaires implantés localement, et particulièrement les fédérations, de sorte qu'une fois encore, à la fin des fins, l'objectif que nous partageons, à savoir le fait que la fête soit belle, eh bien, il soit atteint dans l'intérêt de tous. Et ça peut aller même jusqu'au naming. Aujourd'hui, il y a des stades qui portent carrément
le nom de son entité économique. Hein. Ça se fait. Donc sur les 5 projets de stade à 40 000 euros, là, c'est un appel à partenaires en disant on a de la place pour mettre du branding et du naming dessus. Oui. Peut-être vous dire un mot sur la professionnalisation. Je rejoins l'intervention de notre ami marocain. Il ne peut y avoir de développement s'il n'y a pas de professionnalisation. Mais professionnaliser ne veut pas forcément dire uniquement créer une société commerciale pour gérer ses activités. Bien évidemment, pour les clubs professionnels, et nous avons eu cette expérience en France, il y a eu une bascule à partir du moment où on a créé des sociétés anonymes à vocation sportive pour gérer les clubs professionnels. Quasiment toutes les ligues de sport collectif maintenant ont basculé dans ce modèle avec une dualité entre l'association support et la société anonyme. Mais j'ai envie de dire, au-delà de la professionnalisation au sens commercial du terme, il est important pour gérer cette activité qui est l'activité du football de professionnaliser les structures, de professionnaliser la gouvernance, de professionnaliser l'approche. Nous, c'est l'expérience que nous avons conduite depuis 20 ans. Aujourd'hui, la Fédération française de football, c'est une entreprise, entre guillemets, même si ça reste une association loi 1901, c'est une entreprise de 300 salariés. Avec des problématiques qui sont des problématiques que rencontre une entreprise de 300 salariés. Et ça, c'est un point de passage obligé, parce qu'aujourd'hui, le football est une économie. Il y a une économie du football. Et il y a donc des acteurs économiques, et ces acteurs, s'ils veulent interagir avec le reste de l'économie, doivent avoir une forme de crédibilité. Et la professionnalisation, dans son acception totale, est un préalable à ce que cette activité économique se développe. Mais je dois avouer qu'il y a encore 5 ou 6 ans, en France même, nous avions du mal à convaincre, y compris nos autorités gouvernementales, du fait qu'il y ait une activité économique autour du football, autour du sport. Alors, on a franchi quelques paliers en créant cette filière de l'économie du sport. Mais on vient de très loin, parce que 2012-2013, quand on veut aborder le sujet de l'économie du sport en France, on nous renvoie au football professionnel, au salaire des joueurs, etc. Or, le foot, ce n'est pas que ça. Le sport, ce n'est pas que ça. On a un certain nombre de grands événements, on a un certain nombre de championnats, on a un certain nombre d'activités sous-jacentes. Et le simple fait que des sponsors mettent des millions d'euros en investissement autour de ces secteurs montre bien qu'on est sorti de la simple approche d'organiser quelques matchs. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement intégré au sein de la Fédération française de football. Et dans les discussions que nous avons avec nos fédérations sœurs, dès lors qu'on établit des accords de partenariat, on a cette nécessité de la professionnalisation en sous-jacent permanent. Parce que c'est ce qui permet de travailler dans la durée, c'est ce qui permet le jour d'après de mettre en relation ces fédérations avec des entreprises qui ont pignon sur rue, qui ont une bonne réputation dans ce domaine, les aider à comment dire, éviter certains obstacles que nous avons rencontrés par le passé dans notre structuration. J'ai envie de dire le stade, c'est l'étape ultime, que ce soit pour une fédération ou pour un club, parce que même ici en France où le football est très développé, nous avons très peu de clubs qui sont propriétaires de leur équipement. On a l'exemple de l'Olympique Lyonnais, mais ce qu'on ne dit jamais, c'est que l'Olympique Lyonnais, pour avoir son stade, a mis plus de 10 ans de procédure. Et donc aujourd'hui, c'est un club qui dispose de son outil de travail, qui en a fait une machine de guerre. Mais l'immense majorité des clubs aujourd'hui n'est pas propriétaire de son équipement. Pour autant, bien que n'étant pas propriétaire d'un équipement, on peut le magnifier, on peut optimiser sa gestion, on peut en tirer des ressources. Mais là encore, le sous-jacent, il est en termes de structuration des équipes, il est en termes de structuration des entités qui gèrent et qui managent le football. C'est un point sur lequel je voulais appuyer, parce que même aujourd'hui, au XXIe siècle, en France, on a dû batailler pour faire reconnaître par certains qu'au même titre que l'agrochimie ou l'agroalimentaire ou l'industrie plus classique, le football était un secteur à part entière. Je précise juste sur la question du rôle du stade, et beaucoup de présidents nous le disent
un peu en off, mais c'est quand même une histoire du football, que ce sont des structures qui ont vocation à créer un équilibre financier quand on perd. Parce qu'il y a quand même 20 équipes qui font un championnat, une seule qui sera championne, et donc le quotidien du monde du football consiste à perdre. Et donc, sachant ça, comment on vit correctement avec sa communauté pour que la tension n'existe pas, qu'il y ait parfois effectivement des atermoiements folkloriques qui fassent qu'on soit en colère ou pas en colère, mais que globalement, il y a une confiance dans le temps qui s'installe parce que le club raconte quelque chose aussi d'un développement local d'un point de vue économique. Jacques-Emmanuel Saunier. Oui. L'évocation du naming me donne l'occasion peut-être de mentionner que pour les marques, qu'il s'agisse du sponsoring, mais comme du mécénat d'ailleurs, et je le dis là encore devant les équipes de l'Institut du monde arabe, parce que nous sommes vraiment là dans cette situation. Pour les marques aujourd'hui, il faut absolument que ces relations, ces sujets aient un sens. Une entreprise, de plus en plus, il y a eu ce débat en France, dans la loi Pacte notamment, on se pose la question de la mission de l'entreprise, de son rôle social, de sa raison d'être. Bon. Donc, qu'elle décide d'être ou pas, puisque la loi leur donne cette option, une entreprise à mission, cela oblige quand même à se poser la question de ce pourquoi on est là, de l'ambition, et puis de sa contribution sociétale. À partir de là, vont notamment découler, bien sûr, les choix que l'on peut faire en termes de communication pour ce qui concerne le sponsoring ou pour ce qui concerne le mécénat. Si on est dans le cas précis du naming, par exemple, soit l'entreprise aura une relation particulière, historique, avec l'équipe concernée par le stade, soit elle aura un sujet plus large de notoriété. En tout cas, il va falloir qu'à un moment donné, elle justifie de l'investissement qu'elle va faire. Cet investissement peut être pour des raisons, une fois encore, purement de notoriété de la marque, mais il peut aussi reposer sur des actions sociétales qui viennent enrichir totalement différemment la réputation de l'entreprise, mais quoi qu'il en soit, et je pense que là-dessus les annonceurs seront de plus en plus exigeants avec eux-mêmes d'abord, mais également avec leurs partenaires, c'est que tout ceci ait un sens avec ce qu'ils sont et avec ce qu'ils font. Je le dis d'autant plus volontiers devant le président Lang que parmi tous les mécénats, et je distingue vraiment bien sponsoring et mécénat, si nous avons choisi d'être plus particulièrement à Paris un mécène fidèle de l'Institut du monde arabe et de soutenir des initiatives très belles comme celle qu'il y a actuellement en exposition, mais pour prendre un autre exemple, le musée du Quai Branly, le musée Jacques Chirac, des arts premiers, c'est parce que nous avons, avec les cultures qui y sont mises en valeur, des liens particuliers pour les raisons historiques que je rappelais tout à l'heure, et je n'y reviens pas. De fait, cela oblige aussi à faire des arbitrages, ce qui est parfois douloureux pour les autres, bien évidemment. Pourquoi ne suis-je pas le mécène du magnifique musée Picasso, vous me diriez. Mais parce que je suis aussi capable d'expliquer à celles et ceux qui viendraient nous faire de belles propositions qu'il faut que pour l'entreprise, ces actions qui relèvent de l'engagement sociétal et qui trouvent leur traduction dans le sponsoring comme dans le mécénat, il faut qu'elles aient un sens. Et je pense que, notamment avec cette loi Pacte qui impacte l'obligation de réfléchir à la mission de l'entreprise, ce type de dimension, le sens de ce que nous faisons, et qui est très important, ne serait-ce que pour les salariés d'une entreprise. Pourquoi on est là tous les matins? Pourquoi est-ce que je me lève pour aller travailler chez Total? Quelle que soit ma fonction au sein du groupe, eh bien, cette notion du sens est majeure. En aura de plus en plus. Elle est très importante pour les jeunes que nous recrutons, on le voit bien, et elle va se traduire de plus en plus, je pense, dans le choix que feront les entreprises, notamment en matière de sponsoring. Un stade football total, c'est jamais posé à Amsterdam ou à Barcelone, ça aurait pu faire écho? Alors, la réponse est très claire, non, parce que nos activités en Espagne ou nos activités aux Pays-Bas ne nécessitent pas l'investissement. Il ne faut pas oublier que lorsque vous investissez en sponsoring, naming par exemple, vous avez l'investissement et puis vous avez la somme d'activation qui vient derrière pour soit le faire savoir, soit pour optimiser les facilités que vous offre, dans le cas présent de l'exemple, le stade. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Il faut qu'il y ait un intérêt, bien évidemment, à cet investissement. Et une fois encore, je pense qu'il faut qu'il y ait un sens sociétal. Et cette notion, je le vois en discutant avec mes collègues directeurs de la communication, des grandes entreprises françaises. Il se trouve que j'en assure actuellement la présidence. Cette notion du sens est majeure dans les choix qu'ils font. Monsieur Talbi, vous voulez intervenir? Bon, ce que je voulais dire, c'est que le football, il faut qu'il marche sur ses deux jambes.
Le premier exemple, c'est le sport professionnel, le football professionnel. Là où c'est un sport qui doit s'industrialiser et être en meilleure norme de gouvernance, de transparence et de reddition des comptes par référence au règlement de la FIFA. À côté, il y a tout le sport, tout le football amateur. Même si, pour donner un ordre de grandeur, nous avons 32 clubs professionnels au Maroc, mais à côté, nous avons plus d'une centaine de clubs amateurs. Et le nombre de compétitions au niveau des clubs amateurs, c'est le triple, plus que le triple du nombre de rencontres de clubs amateurs. Mais il faut faire de l'exemplarité. Il faut que le club amateur sache qu'un jour, il va devenir professionnel. Donc, il faut lui donner l'exemple. Et nous avons organisé des journées de football en 2016, Journée nationale de football, et l'idée était de dire, même ce club amateur, il faut qu'il ait un cahier de charge pour l'octroi de la licence. Il faut qu'il se sente responsable et prévoir un minima de règles en matière de gouvernance, de tenue de compte, etc. etc. Donc il faut les deux. Maintenant, peut-être par rapport à la question sur la gestion des stades, au Maroc, nous avons fait une expérience, on a créé une société nationale de gestion des stades. Mais le business model a du mal à prendre. Parce qu'il est difficile de faire d'un stade un centre de vie, comme ça se fait en Europe, où le stade pratiquement il est en activité 365. D'autant plus que les stades, souvent, ils sont excentrés. Ils ne sont pas dans... Donc c'est un problème. Mais néanmoins, cette société, il a eu le mérite quand même de participer à la sécurité, parce que c'est un élément important, les tourniquets et la digitalisation de la billetterie. C'est quand même des choses peut-être sur lesquelles il y a eu des avancées. Voilà. Le dernier défi qu'on va discuter avant de passer aux questions-réponses, qui a sûrement beaucoup d'échanges sur le sujet, c'est un thème plus large qu'on va peut-être appeler le progressisme, qui est l'évolution du rôle des joueuses et des joueurs dans l'économie du football. La NBA a été complètement modifiée ces 15 dernières années après Michael Jordan par l'apparition d'acteurs dont on attend du message parfois sociétal, économique et sportif à tous les niveaux. C'est une ligue qui n'a pas peur justement que ces athlètes prennent la parole. C'est un peu différent pour la NFL, on l'a vu ces dernières années. C'est dur aussi pour les fédérations et les ligues de se dire qu'elles n'ont pas la maîtrise complète d'une base de communication. Quand Cristiano Ronaldo passe du Real à la Juve, le Real perd 1 million de followers. Enfin, il y a des choses comme ça, des mouvements qui sont des mouvements et des conséquences économiques derrière. Et ça inclut aussi la Coupe du Monde féminine de football. Pas de foot féminin, je précise que le foot féminin n'est pas un sport différent. Il y a le softball est un sport différent du baseball, mais le football est pratiqué par des hommes et par des femmes et ça reste le même sport. Donc je tiens à le rappeler parce que je vois beaucoup de foot féminin qui circule, qui n'est pas un sport différent. C'est une pratique différente du sport. Sur la question justement de ce progressisme, comment on arrive aujourd'hui à intégrer ces joueurs, ces joueuses, je pense notamment à Amel Majri, né en Tunisie, qui j'espère va gagner la Coupe du Monde le 7 juillet avec l'équipe de France, et qui aura sûrement à cœur d'aller ramener la Coupe du Monde aussi en Tunisie et pas qu'à Vénissieux pour montrer son rayonnement et sa performance. C'est une problématique, ça, la starification dans le mauvais sens, mais aussi la personnalisation de messages qui sont clairs à entendre. Quand vous le disiez, Jacques-Emmanuel Saunier, le message est sincère, il est porté, il est incarné, et que c'est de plus en plus dur à trouver quand on investit sur des actifs, qu'ils soient individuels ou collectifs. Je ne sais pas si ma question est claire. Ma question porte sur l'individualisation de la performance aujourd'hui et d'acteurs qui vous dépassent ou qui dépassent, qui réinventent le modèle d'écosystème du football aujourd'hui. Oui, si je prends le cas algérien, je pense qu'on a été un peu précurseur, puisque que ce soit le football ou les clubs, d'abord, ils ont été non seulement sportifs, mais ils étaient un peu le berceau un peu du militantisme à l'époque coloniale. Vous avez l'Expo de Lima depuis le 10 avril qui a donné un pan tout entier à l'équipe du FNN, qui est composée de joueurs qui évoluaient en France, donc qui incarnaient la réussite d'un certain professionnalisme, mais qui à un moment donné ont changé carrément de position. Ils ont opté pour la révolution algérienne et donc ils sont partis porteurs. Je pense qu'ils ont fait peut-être gagner à l'indépendance algérienne beaucoup d'années, et c'est grâce au sport. Donc c'est déjà une émanation, une incarnation très très forte. Et bon, ça a continué à travers Merloufi, d'autres joueurs, l'Almas, Biloumi Madjer, qui a laissé aujourd'hui
une talonnade dans le jargon footballistique. On peut parler également des autres exemples, comme Zidane, qui est algéro-français, donc qui a porté haut les couleurs françaises. Donc, le football a toujours été un porteur d'images, un porteur de messages, de l'exemplarité, de la réussite. Quand on voit tous les jeunes aujourd'hui s'identifier à tous ces noms-là, donc il n'y a pas que le sportif, il y a également d'autres aspects qui rentrent en jeu. Et c'est un peu la magie de ce sport, qui ne ressemble peut-être pas à d'autres sports. D'un point de vue défi, c'est plus sur la transmission. Beaucoup d'anciens joueurs sont dans les instances de gouvernance du football, dans les entreprises autour du football. Certains sont prêts à tendre la main, d'autres pas vraiment. Ça demande effectivement, quand on était sportif de haut niveau, de se réinventer beaucoup pour accepter que des nouvelles générations arrivent, vous supplantent, soient plus populaires. Et donc ce rapport très intime et personnel, comment ça se gère au quotidien, ça? Et puis vous avez de nouveaux métiers aussi. Il y a quelques années, on ne voyait pas de footballeurs sur les plateaux de télévision. Aujourd'hui, vous avez plein d'anciens professionnels du football qui ont embrassé de nouveaux métiers qui n'ont rien à voir avec le football. Donc ils sont dans la data numérique, dans les analyses. Donc ils font avancer également ce sport-là à travers leur vécu, leur professionnalisme. Et puis c'est un travail au quotidien, hein. C'est tout à fait de nouveaux métiers. Puis vous avez d'autres métiers connexes qui entourent le football. Il n'y a pas que les métiers classiques d'entraîneur. Donc vous avez dans des staffs aujourd'hui qui sont très élargis, d'anciens footballeurs qui se reconvertissent dans l'analyse vidéo, dans un tas de métiers qui justement donnent au football une dimension très évolutive. Donc là, on travaille avec qui? Avec les syndicats des joueurs, avec des anciens joueurs, avec les universités, les écoles, avec les clubs eux-mêmes qui forment? Ben oui, pas plus tard qu'hier, je lisais un article sur Klopp. Il avait dans son staff des technologues, des gens qui faisaient de l'analyse sociométrique. Comment qu'ils ont fait, comment qu'ils ont géré la défaite de l'année dernière face au Real en Ligue des Champions, et comment qu'ils ont transformé cette défaite en victoire aujourd'hui, il y a quelques jours. Donc il y a plein de spécialités qui sont intégrées de façon tout à fait naturelle, d'autres métiers, dans d'autres disciplines, qui justement viennent aider le football à avancer. C'est vrai qu'on dit que le football n'est pas science exacte, mais il est presque science exacte. D'autres compléments avant qu'on passe aux questions? Juste un mot pour dire qu'aujourd'hui, le joueur de football est aussi un communicant, voire un grand communicant. Je prendrai l'exemple de la campagne de la Coupe du Monde de l'année dernière. C'était une communication sincère parce que c'était une communication d'un groupe qui vivait bien. Et ça, aujourd'hui, les joueurs, ils savent le faire, sans même qu'on ait besoin de les briefer, parce que ça fait partie de leur quotidien, ça fait partie de leur professionnalisme aussi. Donc ça fait partie de la façon dont ils ont été formés dès le centre de formation de Club Pro. Et ayant ces porte-voix à disposition, ça change complètement la stratégie de communication d'une fédération. Ça change aussi le rapport aux partenaires et aux sponsors, parce qu'on fait passer des messages différents avec des joueurs qui aujourd'hui ont une base de followers monstrueuse en termes ça se compte en millions. Et je vais prendre l'exemple, vous parliez de la NBA, je vais prendre l'exemple de Tony Parker qui hier annonce sa mise en retraite. Quand vous regardez le nombre de followers dont il dispose sur Twitter, c'est plus que beaucoup de pays. Et donc, quand un Tony Parker s'exprime, sa voix compte. De la même façon, dans le football, quand un Kylian Mbappé s'exprime, sa voix compte, sa voix porte. Et ce dont on peut être fier, c'est qu'aujourd'hui, notre équipe de France véhicule un certain nombre d'images, de valeurs, véhicule du sens. Vous évoquiez le sens tout à l'heure. Mais si elle véhicule aujourd'hui ce sens, c'est à la fois parce que le joueur, au sens générique, est devenu un grand communicant, mais c'est aussi parce que l'organisation dans laquelle il s'inscrit a compris de ses erreurs passées. Et quand on a la somme des deux, on peut avoir quelque chose qui a un vrai effet de levier et un vrai impact. Et on parlait du football au tout début sur les sensibilités que ça fait naître.
on parlait de la ferveur, on parlait de la passion. Quand on arrive à être passionné, mais aussi à transmettre sa passion, on peut changer structurellement la société. Une sélection aujourd'hui, c'est dans le cas de l'équipe de France, c'est 23 chefs d'entreprise, on est d'accord? On est d'accord. D'accord. Complément, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Ici, un micro, s'il vous plaît. Donc, bonjour à tous. Je voulais complémenter peut-être ce qu'a dit M. Aboud Salah à propos des métiers annexes au football. Donc, je me présente, Tarek Kharrat, je suis docteur en statistique, spécialisé dans les statistiques du football. Donc, c'est aussi pour rebondir sur votre numéro SoFoot d'il y a quelques temps sur la revanche des geeks. Tout à fait. Donc, j'espère que... Bienvenue à vous. Merci. Donc, j'espère que... Disons, mon faciès change un peu de la couverture de votre magazine qui montrait un boutonneux avec des lunettes. C'était quelqu'un de chez nous, c'est pour ça. D'accord. Donc, je voulais donner déjà mon point de vue sur l'utilisation des data dans le football. Brièvement, c'est un aspect qu'on n'a pas couvert aujourd'hui. Et pour vous permettre de voir ce qu'on utilise, disons, dans le championnat anglais que je connais particulièrement, vu que je suis donc chercheur en Angleterre et fondateur d'une start-up qui conseille les clubs en recrutement. Donc, déjà, pour commencer, il y a une différence fondamentale entre statistiques qu'on voit à l'écran quand on regarde un match et ce qu'on appelle statistical learning en anglais, apprentissage statistique, qui consiste à analyser la donnée. Par exemple, compter le nombre de passes qu'un joueur fait est différent de compter la valeur des passes, la valeur totale des passes que le joueur fait. Par exemple, donner des passes latérales où deux joueurs sont statiques est différent de donner une passe qui augmente la probabilité de marquer lors de la prochaine action. Et pour faire ça, il faut des mathématiques plus avancées que seulement des moyennes ou des standard deviations. Donc, l'application des données, c'est principalement trois aspects. Le premier, c'est la quantification de la performance. Donc, on peut regarder un match, vous et moi, on ne sera pas d'accord sur qui a joué le mieux. Parfois, on le sera, parfois, on ne le sera pas. En général, un bon modèle, bien calibré, vous permettra de donner des éléments de décision quantitatifs à l'apport du joueur dans ce match-là. En d'autres termes, combien ces actions ont contribué à la probabilité de marquer. Et c'est créer des index donc objectifs qui permettent de quantifier la performance d'un joueur. Et on peut la catégoriser par performance de passe, performance de shoot, performance de tacle, etc. Donc le deuxième aspect, c'est le recrutement. Et le recrutement, on investit des millions d'euros aujourd'hui. Parfois, la décision se base juste sur un clip vidéo de 10 minutes. On va vous montrer principalement les meilleures actions du joueur. Donc, le problème avec ce type d'approche, c'est qu'on n'arrive pas à quantifier la variabilité de la performance du joueur et on ne regarde pas assez de matchs de ce joueur. Donc, en général, il faut beaucoup plus qu'un ou deux ou 5 ou 10 matchs pour quantifier le vrai potentiel d'un joueur. Et finalement, il y a le troisième aspect qui est l'aspect des paris sportifs. Donc, il commence à prendre beaucoup de volume là, en ce moment. Et même dans le monde arabe, on parle de 200 millions d'euros par année. Ce chiffre n'est pas vraiment fiable, mais c'est une estimation. Donc, à partir de là, ce que je voulais demander, par exemple, à la Fédération française, c'est vu que M. Villani a lancé le plan, disons, de l'IA, l'application de l'intelligence artificielle, et la France qui veut devenir donc leader mondial ou au moins se rapprocher des géants américains, est-ce qu'il y aurait un partenariat entre la Fédération française et peut-être les écoles d'ingénieurs dont je suis diplômé, l'école de statistique par exemple, pour faire des cursus spécialisés dans l'analyse des data du football, ce qu'on fait par exemple à Liverpool ou à l'université de Manchester où j'ai fait mon doctorat. Merci. Alors je ne vais pas vous répondre oui, mais je ne vais pas vous répondre non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'on apprend au quotidien et on continue d'apprendre. Aujourd'hui, nous sommes embarqués dans un plan stratégique d'entreprise qui est le plan Ambition 2020. C'est notre plan stratégique qui est basé sur deux éléments, l'innovation et performance. Donc ce que vous évoquiez fait pleinement écho aux travaux qu'on conduit. Et parmi les travaux qu'on conduit sur la performance, il y a justement cette question de comment aller rechercher le petit plus qui va nous permettre de performer. Donc évidemment, on travaille avec le tissu des startups, le tissu des entreprises qui apportent des solutions innovantes. On essaie de travailler également avec des écoles, donc je ne pense pas que vous trouverez une porte fermée. Mais je vais quand même mettre un tout petit bémol sur ces sujets liés à l'utilisation de la statistique dans le football de très haut niveau.
Et c'est Arsène Wenger, l'autre jour, qui faisait un petit retour sur son parcours et son expérience, et qui à un moment évoquait le fait que à la fin des fins, c'est l'humain qui décide, quoi. Donc on peut aller aussi loin que les Américains sont allés en termes d'utilisation de la statistique pour prendre des décisions managériales autour d'un match, mais on peut aussi, on doit se souvenir que le sport est une affaire d'hommes, une affaire d'instinct quelque part, et donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. Donc ma réponse, elle est balancée. Oui, il faut qu'on continue de travailler, évidemment. Et on a encore de nombreux sujets de recherche qu'il faut creuser. Mais non, ne perdons pas non plus l'âme du football, qui doit rester un sport d'initiative, quelque part. Et qui reste quand même un sport où on peut investir 15, 20, 30 millions sur un joueur qui fait la tête parce qu'on lui a pris sa place dans le bus aussi. Et donc c'est ça la grande difficulté de ce sport. Pour vulgariser un peu ça, il y a 2500, 3000 événements aujourd'hui qui sont quantifiés, peut-être plus maintenant, pour chaque rencontre, qui nous permettent d'avoir des éléments quantitatifs. Il y a un sujet, vous avez parlé de Cédric Villani, mais il a fait un documentaire sur le rapport des Français aux mathématiques, et c'est le principal frein. Donc on va voir les clubs et qu'on se rend compte qu'il y a un blocage sur les stats, c'est pas parce qu'ils veulent pas embaucher, c'est qu'ils comprennent pas. C'est qu'ils ont été nuls en maths à un moment donné dans leur vie, scolaire, étudiante, et que derrière, tant on n'a pas prouvé par A plus B qu'il y avait un lien direct entre une quantification et donc un investissement temps sur un statisticien et une lecture bénéfique. Alors il y a tout type de lecture. Il y a le club qui a 7 contrats de joueurs de plus de 30 ans qui sont surévalués et on demande aux statisticiens de s'assurer qu'ils puissent partir avant la fin de leur contrat pour pouvoir les aider à économiser de l'argent. Il y a l'inverse, qui consiste à trouver du talent aux jeunes joueurs et à les recruter. Et puis il y a des biais. Nous, on avait vu à Liverpool, l'équipe de U17, il y a une douzaine d'années, c'était un cas extraordinaire, hein. Ils avaient que des blonds. Ils se sont trouvés qu'il n'y avait que des blonds dans l'équipe. Alors au début, ils croyaient que c'était démographique, puis en fait, pas du tout. L'hiver d'avant, il y a eu un énorme brouillard sur la zone, et que les scouts se mettaient au même endroit dans le stade, avaient les mêmes pratiques, venaient tous du monde du football, avaient toute la même manière de penser. Et en fait, ils ne voyaient pas, comme il n'y avait pas de chaussures fluo, ni de coupe spécifique, ni de nom sur les maillots, le seul qui restait à la fin, c'était forcément le blond. Et donc, on s'est retrouvé avec Liverpool. Je ne vous parle pas d'un club amateur quand même. Liverpool s'est retrouvé avec toute une équipe de 17 blonds. Ils ont mis 6 mois avant de le trouver. Vous parliez des vidéos également. Il y a eu un cas d'école entre Chelsea et Liverpool. Là encore, des grands clubs européens qui ont jeté leur dévolu sur Aquilani, qui était un joueur italien, à 24 heures avant la fin du mercato. Ils décident sur une logique complètement aberrante de se jeter sur Aquilani sans vérifier s'il était bon. C'est-à-dire qu'ils font des tours de table avec plein de joueurs, on arrive en stress, on est à 24 heures, il nous faut un attaquant, tous les scouts sont là, tout le monde est dispo, un peu fatigué, ça fait quand même 6 heures, 7 heures de réunion, et quelqu'un avance le nom d'Aquilani, et à Chelsea ils disent oui, à Liverpool ils disent oui, et le type veut partir pour 32 millions d'euros, je crois, à Liverpool, et ils vont tous se rendre compte 3 mois après que c'était juste un investissement complètement raté, parce qu'il n'a jamais confirmé la chose, et quel était le biais à ce moment-là? C'est qu'Aquilani avait mis que 3 buts la saison d'avant, juste des buts extraordinaires. C'est-à-dire ce qui restait dans la mémoire sensorielle de chacun des scouts sans vérifier forcément les chiffres, c'était une frappe en pleine lucarne, un retourné acrobatique et une tête plongeante. Et ce genre de biais, c'est un peu la réalité du football partout dans le monde. Il y a énormément d'argent, énormément de moyens, de l'ingénierie, de l'intelligence collective, mais pour arriver à un lien direct entre une bonne décision et un investissement, c'est très long, et un bon investissement et une erreur, ça arrive tous les jours. Et c'est la réalité de ce métier et de cette expertise qui demande autant de se baser des gens de terrain que de s'ouvrir à l'extérieur, d'avoir des profils de personnes qu'on n'a jamais vues avant dans le club et qu'il faut accompagner, aider. Ce qui s'est passé avec Billy Beane au Auckland Athletics, qui a débouché sur le film Moneyball avec Brad Pitt, c'est ce qui est en train d'arriver dans le football. Damien Comolli a essayé à Liverpool. Arsène Wenger était le premier aussi. Je rappelle que toutes les statistiques nouvelles qui sont sorties, traitées par les médias, débarquent de la bouche d'Arsène Wenger qui, en conférence de presse, balance des nouveaux termes. Qu'il a attempted goals, il l'a dit à un moment donné sans s'en rendre compte, et derrière ça a fait 6 mois de travail des journalistes en disant mais de quoi il a parlé, de quelles statistiques, de quels chiffres il parle. Aujourd'hui, la boîte noire des clubs, l'artisanat même, je dirais, de 7, 8, 9, 10, 12 personnes qui réfléchissent aux chiffres et aux lettres dans un club, c'est l'actif majeur, c'est le cœur de la centrale. On sort de Tchernobyl, la série, mais c'est pas ça, c'est le cœur de la centrale sportive, à savoir que tout se passe ici, si on veut derrière irradier la formation et l'humain. On voyait Klopp, vous voyez Pochettino, dans les conférences d'après-match de sélection, on voit bien qu'il se passe quelque chose qui est au-delà de la question quantitative. Et c'est cet équilibre qui est assez dur à trouver, et c'est aussi le sel et la raison pour laquelle tout le monde s'est réuni aussi aujourd'hui pour comparer des éléments de défi d'expansion et également des dimensions humaines. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres questions à poser, d'autres points? Monsieur, j'ai oublié, monsieur Madel Moreau, qui a demandé la parole il y a au moins 7 minutes.
Merci. Ce n'est pas une question, c'est juste une précision pour la question très facile que m'a posé le jeune homme là-bas. Toujours dessus. Oui, toujours dessus. Oui. En fait, quand j'ai parlé tout à l'heure de la problématique du professionnalisme en Algérie, je voulais juste préciser qu'en fait, c'est un problème d'ancrage politique. D'ailleurs, Monsieur le ministre a ouvert un grand chantier de mise en conformité des textes. Et par rapport à nos amis de l'Union européenne, qui ont eu la tâche facile grâce à l'intervention de l'Union européenne, qui, à travers son traité de Lisbonne, a mis en application 2 nouveaux articles, en l'occurrence le 165 et le 5, pour spécifier, justement pour souligner la spécificité du football dans les textes et permettre justement à tous les clubs européens de tirer un fil d'Ariane, se basant sur cet ancrage juridique pour pouvoir tisser une législation sur mesure à chaque pays. C'est ce qui nous manque, et d'où la nécessité pour nos amis de la rive sud de la Méditerranée de trouver un espace, justement les espaces existent, pour justement trouver cet ancrage juridique qui permet de mettre les textes en conformité. Nous sommes en décalage entre le discours officiel et les exigences de la mondialisation. Merci. Merci. Monsieur derrière. Bonjour, merci. Farid Arabe, Footfan. J'avais une question par rapport aux fédérations, par rapport au numérique. Aujourd'hui, 76% des comptes Twitter, c'est des fans de foot. 40% des gens qui sont sur Facebook sont des fans de foot. Comment aujourd'hui les fédérations font pour récupérer un peu les fans de leur fédé alors qu'ils sont hébergés sur les GAFA? Merci. Je plonge. Bon, pour ce qui est du cas de la Fédération algérienne de football, là, on est sur un projet de plateforme, de création carrément d'une plateforme. Donc, c'est un projet qui avance bien. Bon, on aurait aimé lancer le site, du moins le site internet avec tous ces accessoires avant la CAN, mais bon, ça a pris un peu de retard, mais on est sur une plateforme. Mais comme il y a d'autres supports comme Facebook, Instagram, etc., donc pour l'instant, ça marche bien. Je donne juste un exemple. Il y a 4-5 jours, il y a l'équipementier de l'équipe nationale, qui est Adidas, donc France, qui a lancé ses ventes de nouveaux maillots. Et croyez-moi que ça a fait vraiment le buzz, même avant, parce qu'il y a eu des effets d'annonce. Et donc, en attendant la plateforme, et il y a, par le biais d'un compte Instagram, il y a des ventes sur le numérique carrément. Donc, il y a des demandes qui viennent de partout, que ce soit de France, d'Angleterre, du Moyen-Orient par rapport à ça. Mais c'est un élément qui est intégré dans la stratégie de développement de la Fédération algérienne de football, que ce soit par rapport à la base de données qu'on doit avoir par rapport aux jeunes talents et à tous les footballeurs avec leur pédigré du début jusqu'à la fin, également sur les aspects commerciaux, merchandising qui sont également importants. Et ça permet également de contrecarrer un peu la contrefaçon, parce que chez nous, elle est un peu plus ancrée, disons, elle est plus importante. Et donc ça permet également d'aller sur des supports qui sécurisent le merchandising. Peut-être en complément, alors je ne suis pas le spécialiste du marketing, mais si vous faites bien attention à ce que produit la FFF, aujourd'hui, paradoxalement, ce n'est pas en allant sur le site fff.fr que vous aurez le plus de contenu. C'est en allant sur les comptes Twitter, Instagram de équipe de France ou de FFF. Et c'est assez intéressant pour le noter, c'est qu'on a les deux. On a un compte FFF institutionnel et on a un compte équipe de France. Et c'est là la force du football, c'est que comme dans l'équipe de France, vous avez les 23 joueurs qui, en faisant la somme de tous leurs followers, vous permettent d'avoir une base de fans possible immense. À partir du moment où vous alimentez de façon cohérente, régulière, un compte équipe de France, vous touchez tous ces followers. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la FFF est parmi les fédérations les mieux développées sur cette sphère-là. Mais c'est là encore un vrai élément de stratégie.
C'est un vrai élément qui découle de notre stratégie autour de l'innovation. Et la dernière étape pour vivre avec son temps, ça a été de créer cette plateforme OTT que nous avons lancée début avril, au moment où nous fêtions le centenaire de la Fédération française de football. Et je pense que nos amis des pays arabes vivent les mêmes problématiques, puisque aujourd'hui, et peut-être même plus pour eux, il s'agit d'enjamber, de faire un saut technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un site internet, c'est déjà être has-been, quelque part. Il y a un défi aussi de sensibilisation de Football Together sur ces différentes communautés, parce que quand vous avez Wydad Casablanca contre le Raja, il est quasiment sûr qu'effectivement, dans les commentaires, tout le monde verra une lecture biaisée, alors que vous essayez d'être le plus neutre possible et le plus passionné. C'est ça qui est compliqué dans votre communication. Oui, on essaie de se situer au niveau du partage de l'événement, sans prendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous préférons, en règle générale, et c'est pour ça que nous avons été assez heureux de pouvoir nouer ce partenariat avec la CAF, nous préférons être partenaires d'un événement. Nous sommes implantés dans tellement de zones, dans tellement de pays, que c'est très difficile pour nous si nous commençons à devenir partenaires d'un club ou partenaires d'une fédération d'un pays plus qu'un autre. Ou alors il faudrait une justice distributive, ce ne serait pas sain. Être partenaire de l'événement au niveau du continent nous permet d'avoir effectivement, sans prendre parti, la mise à disposition d'un écosystème, notamment digital, qui nous permet de faire vivre et de partager, l'essentiel étant effectivement autour de la fête, plutôt que de la performance de tel ou tel. Traduction, vous gagnez à chaque fois, vous, c'est ça? En tout cas, on gagne à chaque fois, et quoi qu'il en soit, notre sujet, c'est de contribuer à faire que la fête soit belle, quel que soit finalement celui ou celle, si l'on parle de l'équipe, qui va l'emporter. Ça n'est finalement pas notre sujet. D'accord, très bien. Bonjour. Deux dernières interventions, monsieur, et puis là-bas, effectivement, mais sollicité. Madame. Bonjour. Mourad Zeghidi, je suis déjà intervenu tout à l'heure. On a parlé de défis, justement, dans ce panel. Et on remarque alors que tous les présents, à leur exception faite de Total, sont des représentants des fédérations. Je vous ai entendu parler tout à l'heure des stades. Il faut juste savoir qu'il faut inverser l'optique. Les stades dans le Maghreb plus Égypte, non seulement sont surutilisés, mais n'appartiennent pas au club. Les stades vivent 24 heures sur 24 parce qu'ils appartiennent aux mairies. On peut avoir des stades olympiques dans lesquels s'entraînent des équipes de jeunes, de moins jeunes, de femmes, de postiers, d'équipes sport et travail. Ce qui fait aujourd'hui que la plupart des infrastructures, je parle Tunisie, Algérie, Maghreb, Maroc, Égypte, sont largement amorties et surtout ont de gros problèmes de maintenance. Pour le Maroc, c'est un tout petit peu différent parce qu'ils ont été construits dans l'optique des différentes candidatures marocaines pour la Coupe du Monde. Donc, ils ont été un tout petit peu plus préservés. Mais le problème des autres pays, c'est que ces stades, il n'y a aucun pays aujourd'hui où les clubs de sport, je vais dire club de foot, mais même club de sport, ont un actif qui s'appelle stade. Et c'est un vrai frein au développement. Et c'est un frein majeur. Alors évidemment, qui est lié à la structure, c'est-à-dire que ce sont des associations et non pas des clubs professionnels avec des conseils d'administration, mais qui est aussi un frein parce que même les plus grands clubs, les plus riches, on parle de l'El Ahly ou du Wydad ou du Raja ou de l'Espérance ou de l'Étoile du Sahel, sont des clubs qui ne peuvent pas s'endetter auprès des banques parce qu'ils n'ont pas d'actifs. Ils n'ont pas de quoi pouvoir s'endetter. Avec peut-être une légère exception pour El Ahly, qui a une base populaire extrêmement importante en Égypte. Donc le vrai défi, je ne parle pas des pays du Golfe où c'est différent, quoique même eux ont de véritables problèmes. On peut voir le Qatar en 2022, à qui il va léguer ses stades le 1er février 2023. Qui va gérer ces stades ? Le même problème se pose en Arabie Saoudite où les clubs ont allé un peu plus d'enracinement populaire comme El Hilal notamment, mais El Hilal n'a pas de stade. Il peut acheter des joueurs qu'il paye 5 ou 6 millions d'euros comme salaire par an, mais il n'a pas de stade, il n'a pas d'actifs. Les petites tentatives, pour en terminer, les clubs ont quelques actifs, un tout petit peu plus, Maroc, Tunisie notamment, par rapport à leur centre d'entraînement qui leur appartient, qui leur permet d'avoir une certaine surface financière. Ils peuvent effectivement avoir des stores, avoir des hôtels, mais ça reste extrêmement marginal. Et surtout, ce n'est que le plus haut de l'iceberg, c'est-à-dire le top 5, top 6, top 7 des clubs arabes. Tout le reste vit dans une
précarité absolue, notamment en termes d'infrastructures, parce que les stades ne leur appartiennent pas. Je peux même aller plus loin. Il y a des stades qui appartiennent à 4, 5, 6 clubs en même temps. Bassem Loukil, qui est là, qui est un des mécènes du club sportif sfaxien. Sfax, c'est la 2e ville du pays en Tunisie, a un stade de 9000 places où peuvent s'entraîner les 12 clubs de la région. Parce que voilà, il y a la section U17 qui n'a pas de stade. Allez, on va les mettre sur la pelouse où jouent les pros. Donc voilà, la problématique, il faut peut-être l'inverser par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure. Très bien. Dernière intervention, je crois que c'est madame. Bonjour, Zora Younsi Brahimi. J'aurais voulu contribuer à ce débat, notamment parce que je suis maman d'un joueur professionnel international algérien de football. Et mon expérience me fait interroger sur 2 points par rapport au débat. Le premier, vous avez beaucoup parlé de la structuration des clubs professionnels. Et notamment en Algérie, on voit effectivement le développement qu'il faut effectivement y mettre. Vous, au Maroc, vous êtes intervenu. J'aurais voulu insister sur un point de mon expérience. Avant de parler, je dirais, de joueurs professionnels, il faut parler d'enfants, puisque vous savez, notamment dans le football, que vous parliez de recrutement, la détection se fait quand même aujourd'hui à l'âge de 8-9 ans. Les jeunes arrivent en centre de formation, ils ont 12-13 ans. Voyez, donc, premier point, la formation. Si vous pouviez nous en dire quelques éléments, ça me paraît très important avant d'envisager effectivement de professionnaliser un club. Il faut trouver ce joueur. Vous parliez tout à l'heure du joueur et du message sociétal qu'il peut transmettre. J'ajouterai un élément important. Comment on accompagne ces joueurs ? Ils ont effectivement un impact sociétal très important. Donc, lié à ça, comment on forme les hommes et les femmes qui vont les accompagner. Moi, mon fils, si je prends cet exemple, je l'ai élevé, mais à 12-13 ans, il se retrouve à l'INF Clairefontaine. Qu'est-ce qui va compter, en fait? Son environnement. C'est les hommes et les femmes qui vont effectivement l'encadrer. Donc, je crois qu'en plus, on a... je dirais aujourd'hui ici, puisqu'on est dans une instance qui réfléchit sur le marché du sport dans le monde arabe, et notamment en Afrique, comment on peut effectivement optimiser sur des expériences, notamment, j'aurais voulu que vous en disiez quelque chose au niveau de la Fédération française. Moi, j'ai bénéficié d'un réseau associatif très important. Les bénévoles, je veux dire, c'est des hommes et des femmes qui vont contribuer justement à découvrir des talents, mais aussi à transmettre des valeurs à nos enfants. Et c'est là où, effectivement, l'impact social, on a un rôle, nous, à jouer très, très tôt. Voilà, c'était ma contribution de maman. Merci. Merci, monsieur. Je vous remercie et puis je vous salue au passage. Yassine, je crois qu'il est aujourd'hui à Doha. Ils ont un match tout à l'heure contre le Burundi pour préparer la CAN, donc je croise les doigts. Ce que vous dites, et je rejoins également l'intervention du monsieur, c'est vrai que la problématique ne se pose pas forcément en termes d'infrastructure de stade, mais beaucoup plus en outils de travail. C'est-à-dire les terrains d'entraînement qui doivent être en quantité suffisante pour permettre justement du travail. Et là, ça me fait rappeler également la réaction d'Aimé Jacquet lorsque, en 1998, l'arbitre de la rencontre France-Brésil avait sifflé la fin du match. Et quand on l'avait pris à chaud pour avoir une déclaration, je me rappellerai toujours de cette intervention en disant « Je salue », comme ça à chaud, donc il a eu cette lucidité de dire « Je salue tous ces bénévoles qui sont à la base de la formation qui ont permis au football français de devenir champion du monde aujourd'hui ». Et c'est ça le plus important. Et c'est pour cela que la Fédération algérienne de football, avec les pouvoirs publics, se sont aujourd'hui inscrits dans cette perspective d'aller justement vers la base et d'accompagner tout le travail qui doit se faire. Parce que, en fait, si vous prenez les clubs professionnels, ils sont au Maroc 32, en Algérie ils sont 32. Ça vous fait à peu près 400 joueurs professionnels. Mais le plus gros, ce sont des joueurs amateurs, bon, qui pourront peut-être vivre de leur football, mais
dans les écoles de football, on construit beaucoup plus le futur citoyen. Et c'est ça la mission la plus importante, qu'ont les clubs et les fédérations. Et c'est pour cela qu'il y a tout un travail également de former les formateurs. Parce que entraîner un joueur senior, ce n'est pas comme former des jeunes joueurs. Et vous l'avez si bien dit, ça commence déjà à 6, 7 ans, 8 ans. Et d'ailleurs, la FIFA a mis des barrières justement pour préserver un peu l'enfance et des joueurs. Mais la formation aujourd'hui commence très tôt. Et donc il faut accompagner tous ces jeunes qui souvent s'éloignent de leurs familles respectives. Et certains n'en parlent pas aujourd'hui, qui vivent peut-être des situations dramatiques par la suite, même après ou à un moment donné de leur carrière professionnelle. Hier soir, je dînais avec des amis, ils me parlaient de Marouane Chammar, le joueur marocain, qui est passé par une période très difficile à un moment donné, parce que bon, il y a tout un environnement qui n'était pas adéquat et qui ne lui a pas permis de faire... Et c'est le cas d'autres joueurs, hein, je peux en citer une quantité. Donc c'est important ce que vous dites, et ça vient de la bouche d'une maman, je le comprends très très bien. Dernière intervention. Pour dire 2 mots de l'expérience marocaine, bon, le président Fouzi El-Kherja, parmi les priorités de son mandat, c'est la formation. Donc il y a une stratégie de formation qui a été développée en 2014, qui consiste à mettre à la disposition des clubs de formateurs, pris en charge par la fédération. Parce que, compte tenu des ressources des clubs, n'avaient pas assez de ressources pour investir dans la formation. Donc ça permet d'abord de professionnaliser cette formation, et ensuite, je dirais, de l'homogénéiser et de la généraliser. Et cette action a fait l'objet d'un audit récemment par un cabinet de renom international qui a conclu que cette stratégie est bonne. Et s'il y a quelque chose à améliorer, c'est de renforcer encore davantage le profil des formateurs. Je pense que c'est une expérience intéressante qui peut être transposée à d'autres fédérations. Et c'est pour cela également que, bon, peut-être, je ne sais pas si c'est un scoop ou en exclusivité, que depuis quelques temps, on est en étroite collaboration avec la Fédération française de football pour justement trouver un peu les passerelles, notamment sur ces aspects-là de formation. Parce que vous savez, la France, elle est bien dotée avec les 37 centres de formation qui sont agréés par la Fédération, avec 15 pôles de développement pour le football masculin et 8 pôles pour le football féminin. Donc, c'est pas rien. C'est ce qui donne un peu les résultats d'aujourd'hui. Et justement, on travaille pour trouver un petit peu le cadre conventionnel pour avoir des formations pour les formateurs, et c'est important. Très bien. Dernier point, monsieur. Oui, deux mots. Le premier sur le sujet des stades. À la FFF, nous animons un collectif, le collectif Football France, qui regroupe tout un tas d'entreprises qui travaillent sur ce secteur du football. Une des difficultés que nous rencontrons, que ce soit nous, la Fédé, ou les entreprises, quand elles vont à l'international, c'est que bien souvent, nos interlocuteurs veulent le stade, l'emblème, avant de penser à l'utile. Et le résultat des courses, c'est que dans certains pays, on se retrouve avec ce qu'on appelle des éléphants blancs, c'est-à-dire de grands, beaux équipements qui servent pour la durée d'une compétition et qui après n'ont pas de lendemain, n'ont pas de quotidien et de vie au quotidien, et posent un certain nombre de problématiques en termes de maintenance. Et comme on ne va jamais jusqu'au bout de la chaîne en se disant « je construis un stade, mais c'est pour 30 ou 40 ans », parfois on se retrouve en difficulté. On a toutes les peines du monde à expliquer parfois qu'il suffit de prévoir un stade de 10 000 places plutôt que de 50 000, mais un stade de 10 000 qu'on puisse faire vivre. Ou bien de monter un stade de 20 ou 30 000, mais qu'on puisse déconstruire pour le faire revenir à une taille plus raisonnable dans le quotidien. Ça fait partie des enjeux qui sont devant nous, et également avec les pays du monde arabe. C'est le premier point que je voulais aborder. Le deuxième point, sur les jeunes, on a été champion du monde en 2018. Tout le monde a oublié qu'on était la risée du monde en 2010. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 et 2018 ? La fédération s'est remise en question. La fédération a mis en place un programme éducatif fédéral qui a été diffusé à l'ensemble des écoles de foot. Et quand je vous parlais au tout début de notre séance de l'importance de la base,
tous les gamins à la base, à 6, 7, 8 ans aujourd'hui, passent à travers le filtre du programme éducatif fédéral. C'est-à-dire que les éducateurs ont à leur disposition tout un tas d'éléments pour éduquer à la citoyenneté, éduquer au rapport à l'autre, éduquer à la lutte contre les discriminations. Des petites choses qui sont para-footballistiques, mais qui ont toute leur importance dans la construction du jeune. Ce qui fait que quand le gamin arrive aujourd'hui à l'âge de 12-13 ans dans les pôles espoirs de la fédération, il a déjà un certain bagage. Ce qui fait que quand un Kylian Mbappé arrive à 18 ans à la Coupe du Monde, il est déjà un homme, il n'est pas simplement un joueur de football. Ça, c'est important pour nous et on met vraiment l'accent dessus parce qu'on a conscience qu'il ne s'agit pas juste de produire du joueur en batterie, mais de produire des hommes et des femmes qui demain vont interagir dans les médias, qui demain sont des exemples pour la jeunesse de notre pays. Et évidemment, tout ça, sans l'aide du bénévolat, on n'y arriverait pas. C'est clair. Et je souligne les trophées Philippe Séguin qui, tous les ans, maintenant depuis 10 ans, environ maintenant 1000 clubs déposent des dossiers sur des actes de citoyenneté, d'égalité des chances et d'autres projets. Donc on voit émerger plein d'idées. Et ce n'est pas limité au trophée Philippe Séguin. Tout type d'initiative qui va sur le sport et en dehors permet justement de donner du sens à ce cadre pédagogique.